sommes-nous seuls? Je veux dire, sommes-nous vraiment tout seuls dans l'immensité infinie de l'univers gigantesque? Les extraterrestres existent-ils? Eh bien, ça fait un brave moment qu'on se la pose cette question. L'étude de la vie extraterrestre, l'exobiologie, a quasiment vu le jour dès le développement du programme Apollo. Eh oui, on envoie des hommes sur la Lune. Ces hommes ont pour mission, mis à part de laisser des traces de pain un peu partout et de faire un bon gros doigt d'honneur aux Russes, ces hommes ont donc pour mission de rapporter des échantillons lunaires, des roches lunaires. N'y a-t-il pas un risque que ces échantillons contiennent des micro-organismes lunaires? N'y a-t-il pas un risque que cette vie extraterrestre interagisse avec la vie terrestre et la mette en péril? Eh bien, il y avait à la NASA des mecs payés pour se poser ce genre de questions. Le concept d'extraterrestre peu à peu se répand dans l'esprit des scientifiques. Dans les années 60, les Américains mettent même sur pied un programme de recherche d'intelligence extraterrestre, le SETI. L'objectif, c'est d'écouter l'espace pour tenter de détecter des signaux artificiels en provenance de l'espace lointain. 72 et 73, la NASA effectue le lancement de 2 sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11. À bord de chacune de ces sondes se trouve un message gravé sur des petites plaques destiné à une civilisation extraterrestre. En 1974, l'humanité envoie le premier message radio codé en direction d'un amas d'étoiles situé à 25 000 années-lumière. Là encore, ce message est destiné à une civilisation intelligente, une civilisation extraterrestre. Ce message radio a été envoyé depuis Porto Rico, depuis le plus grand radiotélescope du monde, Arecibo. Bon, c'est pas du tout une liste exhaustive, et tandis que je vous parle, un robot de près d'1 tonne arpente le sol martien en quête de traces de vie. Franchement, on finira bien par avoir une réponse. C'est pas forcément pour demain après-midi, par contre. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on pourrait quitter des yeux les étoiles et tourner notre regard vers notre bonne vieille Terre. Existe-t-il sur Terre une ou des espèces d'origine extraterrestre? Les aliens foulent-ils le sol de notre planète? Je pense qu'il y en a eu, mais plus maintenant. Pourquoi? Enfin, comment ça? Parce qu'il y a des choses qui ont été retrouvées qui ne sont pas, on va dire, d'ordre de la création humaine. Ou alors, si ce n'est pas les extraterrestres, c'est peut-être une civilisation antérieure à la nôtre. Oui, j'en suis persuadée. On les distingue pas forcément, on les reconnaît pas forcément, mais je suis sûre qu'ils sont parmi nous, partout autour de nous, et depuis très longtemps. Sur Terre, bon, j'ai eu un petit truc me disant que les escargots pourraient être des extraterrestres. Après, j'ai pas encore la certitude de mes propos, donc c'est possible que voilà, on s'y perd entre coquilles et grands yeux. Mais à mon avis, ouais. Ok, ça me va. Mais Oui? peut-être qu'ils vivent parmi nous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Une petite question Oui. pour la science à loup. Oui. Est-ce que vous pensez que les extraterrestres sont sur Terre? Oui, je les vois tous les jours. J'en croise tous les jours, je prends la ligne 2, je prends la ligne 3, je prends la ligne 7, je prends la ligne 12. J'en vois tous les jours d'extraterrestres. Des gens qui marchent comme ça, des reptiliens, des mecs chelous, j'ai tout vu. Donc voilà, oui, je pense qu'ils sont là, ils sont parmi nous. Ils vivent parmi nous, c'est-à-dire? Je pense que si il y a des extraterrestres et qu'ils ont la même forme que nous, ça se trouve, ils sont là en train de nous observer, on les côtoie, on ne le sait pas. Mais je pense pas, parce que par rapport à la vitesse de la lumière, je sais pas quoi, par rapport au voyage intertemporel, enfin bref, tous ces trucs-là, apparemment ça ne serait pas possible. Enfin, du moins, les planètes de notre système solaire apparemment sont inhabitées, donc ils ne pourraient pas survivre au voyage, en fait. C'est-à-dire qu'ils seraient donc beaucoup plus loin que les planètes dont on connaît l'existence, à moins qu'ils aient, encore une fois, peut-être des vaisseaux plus performants qui dépassent notre entendement. Peut-être qu'ils arriveraient à venir jusqu'à nous, mais enfin, toutes les théories sont possibles. Est-ce qu'ils nous ressemblent, est-ce qu'ils nous ressemblent pas, je ne sais pas. Bon, mettons de côté les sujets sensibles de l'affaire Roswell, des lumières de Phoenix, des reptiliens à la Maison Blanche et autres Illuminati, et posons-nous la question sérieusement. Si une espèce extraterrestre vivait sur cette planète, serions-nous capables de la reconnaître? Là encore, mettons de côté tout de suite les cas tels que E.T.,
Independence Day, les frères Bogdanov et Maître Yoda, dans certains cas, figure, ne peut pas trop se tromper. Hein, si le livreur de sushi ressemble à ça, c'est pas à cause de Fukushima. Bien. Alors, si notre monde abrite des créatures d'origine extraterrestre, on peut supposer que de telles créatures pourraient disposer de certains pouvoirs particuliers, de certaines capacités spécifiques. Rappelons-nous que Predator, par exemple, peut se camoufler dans son environnement et disparaître totalement aux yeux des humains. Teal'c, autre exemple, peut se faire retirer un rein sans anesthésie et sans sourciller le moins du monde. Existe-t-il sur Terre des créatures dotées de ce type de pouvoir surprenant? Eh bien, il semblerait que Johann August Ephraim Godze, je sais pas trop le prononcer, c'est un Allemand, on dirait qu'ils sont 4, mais c'est juste un gars, un mec, un Allemand, un diacre allemand, disons Jojo. Il semblerait bien que Jojo, sans le savoir, en ait trouvé un. Car Jojo est également zoologiste. Jojo aime beaucoup toutes les petites bêtes, les vers, les insectes et les trucs aquatiques. On est en 1773. Il décrit dans ses recherches une petite créature d'à peine 1 mm, pourvue de 8 petites pattes terminées par des griffes d'ours. C'est le premier à décrire cette créature, mais c'est le biologiste italien Lazzaro Spallanzani, ça je le dis plutôt bien, Lazzaro Spallanzani qui va découvrir l'étonnant pouvoir de la bête Jojo. Spallanzani a trouvé sa créature dans le creux d'une mousse. Il va décider de priver cette créature totalement d'eau. Au bout d'un certain temps, la créature se recroqueville sur elle-même, rétracte ses pattes et se dessèche complètement, perdant plus de 99% de toute son eau. Arrêt total du métabolisme. Elle est morte, la bête à Jojo. C'est alors que Spallanzani va redonner de l'eau à la créature et assister, incrédule, à sa résurrection. Tel un ourson miniature, la bête se remet à bouger, se remet sur ses pattes et se remet à marcher de son pas très lent et régulier. Spallanzani l'appelle tardigrada, le tardigrade pour marcheur lent. Cette capacité de résurrection intéresse évidemment beaucoup les scientifiques qui depuis ont reproduit l'expérience pour savoir combien de temps un tardigrade pouvait rester décédé. Ils ont plongé des tardigrades donc dans cet état de non-vie qu'on appelle la cryptobiose pendant 9 longues années. Après réhydratation, les tardigrades sont revenus à la vie. Alors dans cet état de cryptobiose, le tardigrade se façonne une coquille de cire microscopique, quasi indestructible, qui protège la créature pendant une durée qui reste encore à définir. Les scientifiques se mettent à penser que cette créature pourrait bien être immortelle. En 1983, des chercheurs en trouvent dans des algues en Antarctique. Ils les congèlent à moins 20 degrés et la résurrection de ces tardigrades-là aura lieu 30 ans plus tard. Encore plus fort, des tardigrades ont été découverts dans des calottes glaciaires et ces tardigrades-là ont survécu à une cryptobiose de 2000 ans. Mille furies! La bête à Jojo semble tellement résistante que les scientifiques n'ont eu de cesse de tester ses limites et ses capacités. Il s'avère que les tardigrades survivent à une amplitude thermique gigantesque. Moins 150 degrés, facile. Plus 100 degrés, 150 degrés, easy. Les tardigrades survivent à des pressions inégalées, 1200 bars, l'équivalent de la pression qui existe au fond d'un océan de 60 000 mètres de profondeur. Pour comparaison, le point le plus profond de la planète Terre, c'est la fosse des Mariannes avec 11 000 mètres de profondeur, autant dire une flaque d'eau. N'essayez même pas la javel, les tardigrades ne craignent pas les produits chimiques. Des rayons X, une cure thermale. Les tardigrades survivent à 1000 fois la dose mortelle pour l'homme. Dans une excitation fébrile, les scientifiques prennent une décision décisive. L'expérience ultime du tardigrade, le projet TARDIS. L'environnement le plus hostile qui soit, le vide de l'espace.
Tardigrade in Space, TARDIS. Le 14 septembre 2007, l'Agence spatiale européenne envoie une fusée Soyouz pour un voyage de 12 jours en orbite terrestre. À son bord, tout un tas d'expériences scientifiques et 3000 tardigrades. 12 jours de vide absolu, de rayonnement cosmique, moins de 170 degrés. 12 jours sous un rayonnement ultraviolet 1000 fois supérieur à ce que reçoit le sol terrestre. De quoi pulvériser tout chromosome. À la fin du voyage, c'est le même manège. Quelques gouttes d'eau et Tardigrada se relève. Bon, soyons pragmatiques. Comment sont fabriquées ces petites créatures? Qu'en disent les généticiens? Eh bien, les pauvres, ils sont peut-être aussi perdus que les autres. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les espèces possèdent un certain pourcentage de gènes provenant d'autres espèces, mais en quantité infime, moins de 1%. Il s'avère que les tardigrades possèdent près de 6000 gènes provenant d'autres espèces, soit 17,5% de leur génome provient d'autres espèces telles que des bactéries, des champignons, des archées, mais également des plantes. C'est la première fois qu'on rencontre une créature avec autant d'ADN étranger. En termes de classification, les tardigrades forment une branche à part dans le règne du vivant. On ne sait pas à quelles espèces ils sont liés, on ne sait pas comment ils ont évolué. Bon, la planète Terre, pour nous, pauvres et humbles humains, la planète Terre est une planète quand même assez très grande et confortable. Il y a beaucoup d'espèces, peu ou pas du tout connues. Quel est le réel problème avec les tardigrades? Le problème, c'est la sélection naturelle. Pourquoi? La sélection naturelle, grosso modo, c'est plutôt simple. Les animaux sont adaptés à leur environnement. Dans la mer, on a des nageoires, sur Terre, on a des pattes, quoi. Imaginons un monde sans arbres, sans montagnes, sans tout ça, juste constitué de petites fleurs jaunes et délicates, n'est-ce pas? On risque pas trop d'y rencontrer des animaux style girafe. Non, elles auraient tout le temps des torticolis, ni ça. Il faut pouvoir préserver cette ressource naturelle fragile et délicate, se déplacer efficacement et rapidement de fleur en fleur. La sélection naturelle va aboutir à des animaux style ça ou ça, les animaux les plus adaptés à cet environnement. De même, une planète constamment dans les brumes du soir au matin, avec un brouillard épais et impénétrable, on risque pas trop d'y voir d'aigles royaux. Non, pourquoi faire? Aucun aigle royal ne pourra jamais voir aucun lapin. La sélection naturelle va aboutir à des espèces capables de voir sans les yeux. Genre ça ou ça. En conclusion, la nature ne fabrique pas de tanks là où un arc et des flèches suffisent. Le problème est donc le suivant. Comment expliquer que la nature a pu sélectionner des animaux capables de s'adapter à des conditions qui n'ont jamais existé sur la planète Terre? Comment la Terre fait-elle pour fabriquer des êtres suréquipés? Rappelons-nous que les Super Saiyans ne viennent pas d'ici et méditons cette question. Ces fameux tardigrades qui se sont révélés exister partout. Oui, autant dans le sable que dans l'argile, que dans la mousse, que dans les écorces des arbres, que dans les océans, dans les algues, au sommet de l'Himalaya, en Antarctique comme on a vu, mais aussi sur nos toits, dans nos gouttières et dans nos égouts. Ces fameux tardigrades, s'ils n'ont pas acquis cette fabuleuse capacité sur cette planète,